On dit que les légendes ont toujours une part de réalité. Mais il arrive que des fois, la réalité occupe une place prédominante. Si vous voulez le découvrir, je vous invite à me rejoindre dans l'Upside Down. Cette histoire s'est passée lorsque j'avais 13 ans, mais elle a encore des répercussions aujourd'hui. J'étais alors chez mes grands-parents pour les vacances d'été. Ils vivaient dans un petit village sur la côte bretonne. Je devais passer 3 semaines chez eux et, comme tous les étés, mon cousin m'avait rejoint. Il avait 2 ans de moins que moi, mais nous nous entendions vraiment très bien, et passions tous nos étés ensemble. Nous allions à la plage, faisions du surf, et les soirées étaient rythmées au son des festoonos, des soirées festives, où l'on pouvait danser et chanter sur de la musique traditionnelle. Mes grands-parents vivaient un peu à l'écart du village, dans une grande propriété, accessible que par des petites routes. C'était une ancienne ferme du 19e siècle, qui gardait tout son charme d'antan. Un jour, ma grand-mère est venue nous voir. Elle venait nous informer qu'un fest-noz aurait lieu le soir même dans le village, et comme elle savait que nous affectionnons tout particulièrement la musique et les danses bretonnes, elle savait que cette nouvelle nous aurait fait plaisir. Nous avons donc attendu la soirée avec impatience, et sur les coups de 21h, nous avons pris la route du village, quelques sous en poche, pour s'acheter la traditionnelle galette saucisse avec sa barquette de frites. Le fest-noz avait lieu sur la place du port. Nous avions une bonne demi-heure de marche, mais nous n'avons pas vu le temps passer, trop occupés à parler de ce que nous allions faire ce soir. Arrivés à proximité du port, nous commencions à entendre le son des binious et des bombardes qui s'échauffaient, avant de commencer à entonner les airs de danse, ce qui, machinalement, nous a fait accélérer la cadence. Nous avons pris de quoi nous restaurer, afin de profiter au maximum de la soirée quand la musique allait commencer. À notre habitude, nous avons commandé notre galette saucisse et notre barquette de frites. Puis nous sommes installés à une table pour déguster notre repas, en regardant le trafic des bateaux de plaisance rentrant en port, au son des binious et des bombardes, qui commençaient désormais à s'entraîner sur quelques morceaux simples, aux airs entraînants. Le reste de la soirée s'est déroulé parfaitement bien. Nous nous étions bien épuisés à danser et à gesticuler en rythme sur les différents airs de musique. Il était bientôt minuit et nous devions rentrer. Nous avions un peu joué les prolongations en écoutant le dernier morceau, puis nous nous sommes achetés une glace et avons repris la route. Le chemin du retour avait pris un peu plus de temps. Il comportait plusieurs montées et nous étions beaucoup moins pressés de rentrer. Nous faisions donc de courtes pauses en chemin pour regarder le ciel. Nous étions passionnés d'astronomie et aimions situer les planètes et différentes constellations dans le ciel. Nous avions fini par arriver dans la dernière ligne droite, mais il nous restait encore bien un demi-kilomètre de marche. Le chemin menant à la ferme était bordé des 2 côtés par les champs de maïs de mon grand-père. Les tiges de maïs montaient jusqu'à au moins 2 mètres de hauteur, ce qui rendait le chemin beaucoup plus sombre. Heureusement, nous avions nos lampes de poche pour éclairer la route. Soudain, à un moment, ma lampe de poche s'est arrêtée sur ce qui semblait être une branche sortant du champ de maïs pour aller s'échouer sur la route. Ce n'est que quand cette branche, située à environ 4 à 5 mètres de nous, s'est mise à bouger pour s'engouffrer dans le champ, que nous savions que ce n'était pas une branche, mais bien quelque chose de vivant. Nous n'étions pas rassurés de savoir que nous pouvions tomber nez à nez avec un animal sauvage, et avons donc commencé à courir en direction de la maison, dont la lumière du porche d'entrée était visible au loin. Mais soudain, notre course a été brusquement arrêtée dans son élan, par quelque chose sortant brutalement du champ de maïs, à une dizaine de mètres de nous. Par réflexe, j'ai braqué ma lampe vers cette chose, et une vision d'horreur s'est dressée devant nous. Bien que le faisceau de la lampe éclairait beaucoup moins une chose située à une dizaine de mètres, nous avons clairement pu reconnaître une forme ressemblant à un enfant, mais dont la tête était anormalement grosse, avec 2 orbites, reflétant la lumière braquée sur eux. Sans réfléchir, et sous l'emprise de la peur, notre réflexe a été de nous engouffrer dans le champ de maïs, pour tenter de contourner cette chose qui nous obstruait le passage. En réaction à notre fuite, nous avons entendu cette chose émettre une sorte de cri que nous n'avions jamais entendu. Mais le plus horrible, c'est qu'à ce cri, se sont rajoutées des réponses,
provenant de divers endroits, à l'intérieur des champs de maïs, dans lesquels nous avions trouvé refuge. Notre sang ne fit qu'un tour, et sommes restés figés. C'est à contre-cœur que nous avons éteint nos lampes, rajoutant de l'angoisse à la situation, mais nous rendant un peu plus discrets. Nous sommes restés sans bouger, durant un moment, afin de tenter d'écouter les bruits alentour. Puis, en toute discrétion, nous tentâmes de nous faufiler, sans le moindre bruit, entre les tiges de maïs, en tentant de prendre la direction de la maison, mais sans en être totalement sûr, car nous n'avions aucune visibilité. Même le ciel était en grande partie obstrué par les feuilles et les épis de maïs qui se dressaient au-dessus de nos têtes. J'étais à l'affût du moindre bruit, du moindre craquement. Il me semblait les entendre marcher à travers les champs. Je pouvais entendre les tiges s'écarter par-ci, par-là. Mais qui était-il? Qu'est-ce qu'il faisait là? D'où venait-il? Toutes ces questions se bousculaient dans ma tête. Je savais que je vivais une chose surréaliste. Nous voulait-il du mal? C'est alors que l'ultime question est venue hanter mon esprit. Et s'ils se trouvaient aussi dans la maison? Ont-ils fait quelque chose à nos grands-parents? Quelle mauvaise surprise allons-nous découvrir une fois rendus à la maison, pensant être tirés d'affaire, alors que nous nous plongions peut-être encore plus profond dans la gueule du loup. Je n'ai pas eu le temps de m'attarder davantage sur cette effroyable pensée, qu'un crissement de feuilles se fit entendre, juste à côté de nous. Par réflexe, je me suis mis à regarder en direction du bruit, et vis une tête affreuse nous dévisager. Je serra la main de mon cousin, et lui hurla de courir avec moi. Au moment où nous débutâmes notre course, la créature se mit à produire ce même cri affreux que quelques instants auparavant, suivi par d'autres réponses. Je pouvais les entendre courir derrière nous, en entendant les tiges de maïs s'entrechoquer, et le bruit se rapprochant de plus en plus de tous les côtés. Notre course se faisait de plus en plus haletante, quand je crus apercevoir au travers des maïs les lumières de la maison. J'espérais qu'il s'agissait bien de ça, et pas autre chose, mais je n'avais pas le temps de réfléchir à une autre solution. Changer de direction signifiait tomber face à face avec ces créatures, et qui sait quelles étaient leurs intentions. Nous avons donc continué notre course effrénée, nous orientant vers la lumière, et nous avons fini par sortir du champ de maïs, pour atterrir à une vingtaine de mètres de l'entrée de la maison de nos grands-parents. Je bondis sur la porte, et entraînai mon cousin avec moi à l'intérieur, avant de la refermer, dans un claquement brusque et sonore. Je regardai aussitôt dehors, par la petite fenêtre, située juste à côté de la porte d'entrée, afin de voir si nos poursuivants étaient toujours là, mais tout semblait redevenu calme à l'extérieur. Alertés par le vacarme, nos grands-parents accoururent vers nous, et ma grand-mère poussa un cri d'effroi. Je n'avais rien senti, sûrement à cause de l'adrénaline, mais mon visage, ainsi que celui de mon cousin, était couvert de fines coupures. En effet, nous nous étions coupés avec les feuilles dans notre course à l'intérieur du champ de maïs, qui nous avait fouetté le visage sur plusieurs mètres. J'ai tenté d'expliquer la situation, mais ma grand-mère mettait tout ça sur le compte de notre imagination, pensant que nous avions joué à nous faire peur et que ça avait mal tourné. Sa préoccupation était de nous nettoyer le visage, pas d'entendre nos histoires à dormir debout. L'adrénaline retombant légèrement, je pouvais à présent percevoir la douleur des coupures, et les soins prodigués par la main énergique et agacée de ma grand-mère n'arrangeaient pas les choses. Mais je n'osais pas me plaindre, de peur de la contrarier encore davantage. Une fois cette opération douloureuse terminée, j'ai tenu à insister sur le fait qu'il y avait des gens sur notre propriété. Mais mon cousin ne put se taire et se mit à décrire le petit être blanchâtre, à la grande tête et aux yeux noirs, que nous avions vu sur le chemin. C'est alors que mon grand-père, d'un air totalement désabusé, dit à voix haute: « Vous avez sûrement rencontré le Bugglenose. » Ma grand-mère lui lança un regard agacé. « Ça ne va pas de les effrayer encore plus avec tes histoires ?» Mais mon grand-père est quelqu'un d'assez têtu, et voyant qu'il avait captivé notre attention, et prétextant qu'il ne faisait que nous instruire en nous parlant de notre culture, il se mit à nous raconter la légende du Bugglenose, sous le regard désapprobateur de ma grand-mère, qui veillait à ce qu'il ne nous en dise pas trop, prêt à l'interrompre à tout moment, qu'elle jugerait nécessaire. Le Bugglenose, ou enfant de la nuit, est une légende bretonne. C'était une sorte de jeune berger, dont la tête était disproportionnée par rapport à son corps, petit et maigre. Son teint était pâle, et possédait des grands yeux, très sombres. Il rôdait dans les chemins de campagne, la nuit, et jouait des tours aux personnes se trouvant sur son passage. On dit même qu'il emmenait certaines personnes dans son grand chapeau, qui lui aussi était disproportionné, toujours selon les dires de mon grand-père. Il était encore plus grand qu'une charrette. Et afin d'illustrer ses propos, il nous fit un dessin. À ce moment-là, je m'exclamai: « Oui, c'est ça qu'on a vu. Mais il n'avait pas de chapeau. » C'est alors que mon grand-père nous dit que son chapeau apparaissait quand il était sur le point d'enlever les gens,
et descendait du ciel pour se poser à quelques mètres au-dessus de sa tête, puis absorbait les gens à l'intérieur. À ce moment-là, ma grand-mère qui ruminait dans son coin depuis le début, l'interrompit et nous somma d'aller nous coucher, en ajoutant que nous étions désormais interdits de sortir le soir, jusqu'à la fin des vacances. Je protestais tout en m'exécutant, suivi de près par mon cousin, qui était toujours traumatisé par ce qui venait de se passer. Nous dormions dans la même chambre, et nos lits étaient situés de part et d'autre de la pièce. Je n'étais pas très rassuré à l'idée d'aller me coucher, sachant que des êtres si étranges rôdaient autour de notre propriété. Mais nous n'avions guère le choix, si nous ne voulions pas aggraver notre cas. Nous sommes donc montés dans notre chambre, et après s'être changés, nous nous sommes mis au lit, sans dire un mot, peu rassurés. La fenêtre de la chambre n'avait pas de volet, juste de simples rideaux fins, en voile blanc. Nous étions à l'affût du moindre bruit inhabituel, mais le calme régnait alors. On n'entendait qu'une fine brise souffler à l'extérieur, faisant ainsi bouger les arbres dont nous voyions les ombres danser sur le sol et les murs de la chambre, rendant l'atmosphère encore plus angoissante. Je finis finalement par trouver le sommeil, mais celui-ci fut très rapidement interrompu. Une forte lumière scintillante et un son strident me tira hors de mon sommeil. J'eus beaucoup de peine à ouvrir les yeux, car la lumière était si intense, mais je pouvais sentir une drôle de sensation, comme si j'étais enveloppé dans une sorte de couverture invisible qui m'empêchait de bouger. Lorsque je pus ouvrir correctement les yeux, et que ceux-ci étaient à peu près habitués à la forte luminosité, je pus constater que nous n'étions pas seuls dans la chambre. Je voyais des ombres au niveau de mes pieds, mais je ne pouvais pas lever la tête. Je pus cependant la faire pivoter légèrement vers la droite, suffisamment pour voir l'horreur sur le visage de mon cousin, dont les yeux étaient écarquillés, montrant l'expression d'effroi, malgré une paralysie apparente. Je pus voir qu'au-dessus de lui se penchait une de ces immondes créatures qui semblait lui mettre quelque chose au niveau de la poitrine. Je voulais hurler, mais j'y arrivais pas. C'était comme si la paralysie avait touché mon corps tout entier, et je sentais cette sensation d'enveloppement autour de moi, qui se resserrait de plus en plus. Soudain, la créature sembla en avoir fini avec mon cousin, et se tourna vers moi. Je pus alors voir ses grands yeux noirs et sa petite bouche. Il n'avait pas de nez, ni d'oreilles, si ce n'est que des petits orifices. La créature mit une chose au niveau de ma poitrine, sur laquelle elle semblait faire je ne sais quoi, puis s'éloigna pour rejoindre les autres créatures au fond de la pièce et sortir de mon champ de vision. C'est alors que je sentis mon corps se soulever légèrement de mon lit. Mon corps, ainsi que celui de mon cousin, se rapprochèrent, et un faisceau de lumière, encore plus intense, nous aveugla. Je sentais mon corps monter, mais j'étais incapable de dire si cela était une impression ou pas, car je ne voyais rien d'autre qu'une lumière blanche m'enveloppant. Je ne pouvais même plus distinguer mon cousin, qui était censé se tenir à côté de moi. La lumière commença à diminuer petit à petit, et je pus distinguer peu à peu les formes. Je crus apercevoir une créature, dont la tête se trouvait juste au-dessus de la mienne. C'était une vision semblable à celle qu'on peut avoir quand on est chez le dentiste et que celui-ci vous regarde. De toutes les expériences que j'ai pu vivre, c'est ce qui s'en rapproche le plus, mais celle-ci est encore plus épouvantable. Et puis j'ai senti mon corps devenir très lourd. Je ne voyais plus que la tête de cette créature. Je l'ai senti me toucher au niveau du bras. Le contact avec sa peau, une peau sèche et poudreuse, qui ne dégageait aucune chaleur, elle était ni chaude, ni froide, et tout est devenu de plus en plus sombre, cotonneux, vaporeux, et mes yeux se sont fermés. Lorsque j'ai réouvert les yeux, je me trouvais à nouveau dans ma chambre. Mon corps, encore engourdi, pouvait désormais bouger, mais chaque mouvement demandait un effort incroyable. Il y avait toujours ces lumières, mais elles étaient à l'extérieur. Je ne voyais plus que leur projection à l'intérieur de la chambre. Je tournais la tête vers mon cousin pour m'assurer qu'il était bien là, et j'ai pu constater qu'il était en son lit, en train de dormir. Je me suis levé péniblement pour le secouer, afin de voir s'il allait bien, et il finit par sortir de ce sommeil artificiel. Il s'assit sur son lit, afin de reprendre ses esprits, et quand je suis assuré qu'il allait vraiment bien, j'ai regardé par la fenêtre, pour voir une sorte de grand engin, semblable à ce que mon grand-père avait décrit la veille, et qu'il comparait à un chapeau, mais qui de nos jours était plutôt assimilé à une soucoupe volante. J'accourus dans la chambre de mes grands-parents pour les réveiller, et leur prouver que tout ceci était vrai, pour leur raconter ce que nous venions de subir. Après avoir longuement insisté pour les réveiller, nous réussîmes avec mon cousin à les traîner devant la fenêtre, mais, à mon grand désespoir, les lumières avaient disparu. Tout était calme. Ma grand-mère nous a ordonné de retourner nous coucher, sans quoi nous serions punis encore plus sévèrement. C'était si déchirant de ne pas pouvoir se sentir écouté, alors que nous venions de vivre quelque chose de si violent et traumatisant. Nous sommes donc retournés nous coucher, en pleurant. Nous n'avons pas pu trouver le sommeil du reste de la nuit. Le lendemain matin, nous sommes descendus dans le salon, d'un pas nonchalant et résigné.
Mon grand-père était assis sur son fauteuil, à lire le journal. Ma grand-mère était en train de préparer le petit déjeuner à côté, dans la cuisine. J'ai profité de l'occasion pour tenter de reparler de cette histoire à mon grand-père, en lui assurant que nous ne mentions pas. Mon grand-père déboutonna sa chemise et nous montra une marque qu'il avait au niveau de la poitrine. Il nous raconta que lui aussi avait rencontré le bugglenose quand il était jeune et qu'il avait appris à vivre avec, mais que nous ne devions plus en parler. Je déboutonna alors mon pyjama pour constater que moi aussi, sur ma poitrine, se trouvaient 3 petits points rouges, formant un triangle. Mon regard se tourna vers mon cousin, qui avait déboutonné son pyjama et regardait lui aussi sa poitrine, qui présentait les mêmes marques. Nous étions terrorisés, mais nous nous sommes empressés de reboutonner nos pyjamas, quand nous entendîmes notre grand-mère revenir dans le salon. Nous n'avons plus abordé le sujet du reste des vacances, et mis à part les soirées que nous devions désormais passer à la maison, rien d'inhabituel ne s'était passé. Le calme était à nouveau revenu, bien que nous ayons perdu cette nuit quelque chose au fond de nous. J'avais fini par oublier, ou plutôt refouler, cette expérience traumatisante, jusqu'à ce soir. Il était environ 20 heures, quand je rentrais des cours dans ma résidence étudiante. Et non, c'est pas possible. Mon esprit doit me jouer des tours. J'aurais juré apercevoir dans la lueur des lampadaires une silhouette, de la taille d'un enfant, avec une tête anormalement grande. Je me suis donc empressé de rentrer dans ma résidence, fermant à clé la porte de ma chambre, même si je sais par expérience que même là, je ne suis pas à l'abri s'ils viennent me chercher. Comme un réflexe, j'ai tout de suite appelé mon cousin pour lui raconter. J'attendais lui qu'il me rassure, en me disant que je me remémorais une hallucination que nous avions dû avoir étant jeunes. Mais il ne sembla pas étonné, et me répondit d'une voix triste et résignée. « Je sais, j'ai à nouveau vécu la même chose hier soir, sauf que c'était encore pire que la fois où nous étions enfants.